Présents dans la salle et derrière les écrans qui nous suivent sur Zoom. Bienvenue aussi à vous, cher public. On va accueillir Clarisse Kremer, s'il vous plaît, 11e de cette édition 2024-2025, qui est avec nous pour cette conférence de presse, 11e après 77 jours de course. Clarisse Kremer. Salut Clarisse, bienvenue, installe-toi. Une bouteille d'eau, un cookie Sodebo, un micro. Tu commences par ce que tu veux, Clarisse, déjà. Bienvenue et bravo, Clarisse. Quand une galère devient finalement une belle opportunité, tu en es le symbole aujourd'hui, puisque toi qui as été obligée d'aller à La Rochelle, tu as finalement vécu 2 moments super forts. Quelle est la saveur de ce chenal que tu viens de vivre ? C'est du bonus, du très beau bonus. Merci à tous pour ce bel accueil. C'est chouette. L'avantage d'une deuxième arrivée, c'est qu'on peut choisir quand est-ce qu'on l'a fait. Donc un samedi après-midi, c'était quand même tout gagné. Et ouais, c'est juste super festif. Je pense qu'aussi le fait d'être un petit peu reposée, d'avoir, même si je me sens encore bien fatiguée, mais d'avoir pu retrouver mes proches, d'avoir un peu atterri, ça permet de profiter. Enfin, c'est pas que ça permet de plus profiter, mais d'être peut-être un peu moins dans le côté choquant des retrouvailles avec tout le monde. Donc ouais, hyper sympa. Et alors justement, de quoi tu as pu profiter là, ces derniers jours ? Qu'est-ce qu'on fait quand on a du temps après un Vendée Globe, avant de remonter le chenal ? C'est vite passé. Je suis arrivée dans la nuit du coup de dimanche à lundi. Et déjà, on est trop content d'aller faire dodo. Hein, c'est aussi simple que ça. Parce que la dernière semaine était hyper intense, où j'ai vraiment très très peu dormi. Sur les derniers jours, c'était un peu violent. Et donc j'ai mangé, j'ai dormi, j'ai retrouvé mes proches, et puis après il y a quelques obligations, donc je me suis retrouvée dans le métro 24 heures après mon arrivée à Paris. Je peux vous dire que ça fait un peu bizarre. et voilà, on se laisse porter en fait. Ce qui est sympa, c'est que quand on prépare un projet Vendée Globe, c'est beaucoup de tension, c'est beaucoup d'organisation avec l'équipe, beaucoup de calendrier, tout est organisé. Et là, ça fait du bien de lâcher prise un peu et d'être juste de profiter de la vie à terre et de se laisser porter par les autres sans stress et avec le sentiment du devoir accompli. C'est cool. Effectivement, un devoir très bien accompli. Je crois qu'on peut encore applaudir Clarisse. Clarisse, on va revenir un petit peu sur ta course, puisque tu débutes finalement rapidement dans le top 10. Et au niveau de la Tasmanie, tu perds le groupe de devant, notamment composé par Justine Métro ou Jérémy Bayou. Et ce fameux passage de front dans lequel tu te retrouves avec Samantha Davis. Comment tu vis ce premier coup dur, on va dire, sur ta course ? Ouais, c'était un coup dur essentiellement sportif. Ouais, c'était vraiment... Donc j'étais pas en danger. C'était une avarie pas grave, mais qui m'a fait perdre... En fait, ça faisait plus de 36 heures que j'étais à fond pour tenir un front qui me faisait avancer très vite vers l'est et rester dans le même système que le groupe de devant. Donc j'étais un tout petit peu décrochée, mais j'avais encore cet espoir de rester dans ce même système. Et donc cette avarie a été un peu un coup près pour moi parce que donc c'était le chariot de hook de grand voile qui ne fonctionnait plus, donc je pouvais plus faire tenir ma voile sur le mât, ce qui était un petit peu embêtant. Et donc le temps de la réparer, en fait, ça prend vite beaucoup de temps. Puis il y avait 5 mètres de houle, 39, il fallait tout démonter, tout refaire. Et donc en 3 heures de temps, j'étais sortie du front. Et ce qui fait que j'ai pas pu prétendre à rester avec le groupe de devant. Et ça a été un peu dur à vivre parce que je me battais depuis quelques temps pour y être. Et j'étais vraiment dedans, j'étais vraiment motivée. Et donc c'est dur parce que tu te dis c'est l'avarie qui arrive pile au mauvais moment. Et voilà, il a fallu un peu se remobiliser. C'est vrai que j'ai trouvé ça pénible, mais finalement voilà, j'ai quand même vécu des beaux moments après. Et puis c'est vrai en fait, je savais au moment où cette avarie arrive que j'allais prendre 1000 d'un coup, quoi. Donc c'est un peu violent. Et heureusement, j'avais Sam en copine à côté de moi pour me remonter le moral et les conditions. Non seulement on perdait beaucoup de temps sur ceux de devant, mais en plus on se retrouvait auprès dans les mers du Sud, ce qui n'est pas un grand classique, avec du coup la mer de face qui fait que le bateau tape sur l'eau. Donc c'est pas le truc le plus sympa, mais voilà, c'était un moment, c'est pas un moment grave, quoi. C'était juste un échec sportif.
Alors justement, puisque tu parles des avaries, même si tu partages beaucoup des problématiques que tu peux rencontrer en mer, quels sont peut-être les secrets que tu as bien gardés jusque-là? Tu pourrais peut-être nous partager sur des avaries, ou en tout cas l'avarie la plus galère sur ces 77 jours de course. Ouais, j'ai pas gardé grand-chose de secret, mais la plus galère, c'était, je pense, celle qui m'a plus perturbée, je pense que c'était clairement la perte de l'ordinateur du bord. Parce que en fait l'ordinateur du bord il permet essentiellement il permet de gérer plein de choses, de gérer plein de backups notamment sur le pilote automatique, donc je perdais tout ça. Il permet surtout de gérer le logiciel de navigation Adrena et ça permet non seulement de savoir où on va, ce qui est quand même un petit peu important, mais en plus de faire un des trucs qui nous prend le plus de temps en mer, qui est la météo et la stratégie. On passe jusqu'à 5 ou 6 heures par jour sur ce logiciel à essayer de savoir où on va. Et ça, c'était extrêmement frustrant de se dire, oh là là, je vais plus avoir ce truc-là. C'est une perte en performance et en intérêt, en fait, tout simplement, parce que moi, c'est une des choses qui me passionne quand je suis sur mon bateau, d'essayer de réfléchir à la meilleure trajectoire. Et heureusement, ça a duré que 48 heures. C'est-à-dire que j'ai eu 48 heures, en plus, c'était au moment où j'étais dans la tempête dans le Pacifique. Mais ça a duré 48 heures où j'avais plus rien, donc c'est bizarre d'avoir un écran noir à la place d'un truc que je regarde toute la journée d'habitude. Et heureusement, au bout de 48 heures, après pas mal de temps à démonter, remonter, à faire en fait un seul ordinateur à partir de 2 ordinateurs, ça a fonctionné. Mon équipe m'a avoué après qu'ils y croyaient pas une minute, alors que moi j'étais là par 30 nœuds en train de faire des micro-vis avec des cartes mères et tout, enfin avec les mains mouillées, enfin ça n'avait aucun sens. C'est vraiment un informaticien aurait, je pense, se serait évanoui plusieurs fois. Et c'est un miracle parce que l'ordinateur final qui fonctionnait était plein de sel, il y avait des traces de brûlure. Du coup, on a juste osé utiliser, on regardait le port USB qui avait le moins de traces de brûlure, on disait essaye celui-là. Donc après, on n'osait plus rien toucher sur le PC. Et donc ça, c'est le truc que j'ai trouvé le plus difficile parce que alors c'était pas grave parce que je serais arrivée à bon port malgré tout, mais moi c'est un truc qui me porte de savoir où est-ce que je vais, comment optimiser ma trajectoire. Je passe beaucoup de temps à analyser la météo et je trouvais ça extrêmement frustrant. Je me sentais un peu perdue. Ça a enlevé un intérêt à la course assez important. Ouais. Et donc ça s'est bien terminé puisque il a eu un bug, donc il a fonctionné. Ensuite 24 heures après il s'est arrêté. Donc là on se dit oh là là. Il a redémarré. Donc j'ai jamais autant aimé le logo Windows de ma vie. Je voyais le logo Windows affiché, c'était jackpot, parce que sinon c'était plein de messages horribles, enfin bref, ou rien du tout, ça c'est encore pire. Et puis voilà, et donc il a fonctionné jusqu'à l'arrivée et il fonctionne encore aujourd'hui. Presque prête pour repartir. On a parlé du technique, on va parler aussi de toi. Rapidement, tu te retrouves donc notamment dans ce trio avec Sam Davis et Benjamin Dutreux. C'est quoi? C'est une pression ou finalement ça rassure? C'est les deux en même temps. C'est vrai qu'il y a des moments où on est un peu fatigué, on aimerait bien lâcher un peu prise, où on a une avarie, on aimerait bien prendre le temps de faire le truc tranquillement, de ralentir le bateau et on se dit oh là là, il m'énerve ces deux à être à côté de moi. Mais globalement, c'est surtout quelque chose qui est motivant, c'est surtout quelque chose de positif. Et puis on est quand même dans des contrées lointaines qui font parfois un peu peur avec un risque. Et donc d'avoir des bateaux à côté de nous, c'est quand même un élément de sécurité. Donc je pense que globalement la balance c'est 90% de positif parce que ça nous booste en compétition et c'est un élément de sécurité et puis on se sent en fait pas vraiment tout seul. Et puis il y a 10% de moments où on se dit oh là là, ils me pompent l'air là les deux à côté. S'ils pouvaient être un peu moins rapides ou être un peu moins à fond, ça permettrait de se reposer un peu. Mais globalement c'est génial et moi j'ai eu la chance d'être tout le temps à côté d'autres bateaux, ce qui était très différent d'il y a 4 ans. Alors tu évoquais les peurs, on va revenir à cette journée après 55 jours de course. Début janvier, tu évoques des hallucinations. Tu dis même, j'avais l'impression que j'étais en Auvergne sur une colline en train de monter et descendre les collines. Incroyable. Comment ça se fait? C'est la fatigue? Qu'est-ce qui fait que ce sont des collines d'Auvergne? C'est vrai qu'il y a un coup au fait d'être en mode régate pendant aussi longtemps, c'est que en fait, on se dit, c'est sûr, dans quelques jours, je vais avoir ce moment-là pour me reposer. Et en fait, ce moment-là pour se reposer n'arrive jamais. Et donc, au bout d'un moment, forcément, le corps lâche un petit peu. Et ça a été le cas quelques jours après le Cap Horn, dans cette dépression de l'Atlantique Sud,
où en fait à chaque jour je me disais oh là là, à tel moment je vais pouvoir me reposer, et j'y arrivais jamais. Il y avait toujours un changement de voile, ou le vent était moins stable que prévu, ou j'avais un problème technique, ou n'importe quoi. Et je suis arrivée à un moment où vraiment j'étais cramée, et ouais, on commence à douter un peu de son cerveau. Et en fait c'est très bizarre à expliquer les hallucinations, parce que c'est pas voilà, c'est pas non plus Alice au pays des merveilles, quoi. C'est pas aussi facile à expliquer que ça, mais c'est vraiment, on a des sensations très étranges où quelque chose d'improbable nous paraît réalité. Et là, je confondais vraiment la houle. Enfin, quand j'étais voilà, dans le cockpit, j'avais l'impression, mon cerveau avait l'impression que j'étais dans une voiture en train de monter et descendre des collines, et j'étais pas du tout en mer. Ça dure pas longtemps, ça dure quelques minutes. Mais quand on se rend compte de cette sensation, quand on se dit oh là là, je suis en train d'avoir une hallucination, on se dit qu'il faut peut-être changer quelque chose au rythme, et enfin voilà, même si on a envie d'aller vite et d'être performant, de mettre un tout petit peu le pied sur le frein et d'aller se reposer, parce que c'est le coup pour aller faire des bêtises. Mais je pense que je suis pas là, c'était une hallucination vraiment rigolote, parce que, enfin, pas sur le coup, mais assez imagée. Mais globalement, on a souvent cette sensation-là quand on est en mer, notamment. Quand on essaye d'aller dormir, quand on est à la banette, c'est un truc classique d'avoir l'impression qu'il y a quelqu'un dans le cockpit qui va faire les réglages à notre place, ou un truc comme ça. Et ça, c'est le moment où tu te rends compte que ah non, en fait, personne ne va faire le réglage à ma place. Ça, c'est pénible. Et aujourd'hui, du coup, j'ai fait un convoyage avec d'autres gens qui faisaient les réglages à ma place. Je suis allée me coucher. Et ça, c'était vrai. Ça, c'était vrai. J'ai été faire une sieste. Ah, il y a les winches tournent pour de vrai. Et là, c'était pas des hallucinations, c'était bien vrai. Mais on rappelle que pendant la course, c'est une course en solitaire. Allez, il s'agit d'une conférence de presse. Par conséquent, les journalistes dans la salle ou derrière les écrans, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le micro va circuler dans la salle. Oui. Oui, bonjour. Félicitations pour ton tour, Clarisse. Bien près de vous le micro pour qu'on vous entende bien. Jean-Marie Le Provost pour Ouest France. Quels sont les... On a déjà à peu près un peu évoqué le thème, mais quels sont les... Comment dire les... Quand on revient de 77 jours de mer, quels sont les effets secondaires un peu au bout de 2-3 jours là, comment tu te sens? Est-ce que tu arrives à bien dormir? Est-ce que c'est facile, ou est-ce que tu te crois encore en mer, comme disait Charlie Dalin il n'y a pas si longtemps que ça? Ouais, les effets secondaires, ils sont assez nombreux. C'est surtout une fatigue. Moi, je suis assez étonnée par le niveau de fatigue. Je pensais pas... Là, donc j'ai eu 4 ou 5 vraies nuits déjà. Et je me sens toujours aussi enfin vraiment, c'est la sensation d'être défoncée, enfin d'être déphasée, que je pourrais dormir pendant une semaine d'affilée. Alors bizarrement, j'ai tout de suite réussi à très bien dormir. Dès la première nuit, j'ai fait une nuit complète, alors que la dernière fois, au bout de 3 heures, j'avais l'impression que c'était la fête, et que c'est bon, j'avais bien dormi. Donc là, je fais des nuits où je m'effondre complètement, et en journée, c'est difficile, parce que j'ai eu pas mal d'obligations ces derniers jours, et vraiment, c'était difficile de tenir, plus difficile qu'en mer. Et donc ça, c'est un des effets secondaires. Et puis il y a un truc sympa aussi, il y a une universitaire qui fait des études sur pas mal de skippers sur les effets physiques du Vendée Globe. Et on est un certain nombre à avoir fait des tests avant-après, donc on n'a pas encore tous les résultats. Mais mardi matin, j'étais en train de faire tout un tas de mesures sur mon corps, et je peux vous dire que c'est un petit peu déprimant. Parce qu'en gros, on perd de la masse musculaire, on perd des neurones, on perd... Il n'y a plus rien qui va, on fait l'épreuve physique la plus importante de sa vie et on revient dans un état dramatique. Et ouais, c'est des trucs impressionnants. J'ai perdu 4 cm de tour de mollet, 3 cm de tour de cuisse. Enfin, c'est des trucs... ça se compte en 10, 20, 30%. Enfin, c'est assez énorme. Et elle regarde aussi l'équilibre. Parce que donc, notre oreille interne est quand même pas mal chamboulée par autant de jours sur un bateau. Et donc en fait, donc avant de partir, on faisait des tests où on marchait sur une ligne avec les yeux fermés, machin, puis on y arrive globalement plutôt bien parce on a la chance d'être en forme. Et là, au retour, j'y arrivais pas du tout. Je tombais comme ça, je tombais à droite, je tombais à gauche, et il fallait me tenir pour réussir à faire ça. Parce qu'en fait, les yeux ont complètement pris Enfin, c'est eux qui font mon équilibre. Mon oreille interne fait quasiment plus rien. Et c'est mes yeux qui font tout. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça, hyper concrètes. On se sent un peu quand même déformé par la mer, mais ça revient assez vite. Je me vautre plus dans les escaliers, ça y est.
c'est plus dur, l'amarrinage, c'est plus dur que le retour à terre ou c'est le contraire? Bah là, ce qui est chouette, c'est que c'est après une aventure qui est réussie. Enfin, c'est joyeux, c'est plus rigolo qu'autre chose et anecdotique. Après, on a eu un départ de Vendée Globe assez cool. On a eu des super conditions. La pétole du départ, vous l'avez vu. Hein. C'était peut-être pas le truc le plus photogénique du monde, mais pour nous, ça avait le mérite de nous mettre dans le bain doucement. Et en plus, on était au portant. Donc finalement, moi, je fais partie des marins qui souffrent un petit peu du mal de mer. Ça dure pas longtemps, 24 heures. Mais ça peut quand même pomper de l'énergie. Et là, j'ai pas eu ça du tout. Donc l'amarinage a été assez facile. Et donc, enfin voilà. Mais c'est vrai que là, j'ai eu une fin de course très très intense, avec très peu de sommeil. Donc je pense que c'est aussi pour ça que le retour à terre est encore plus perturbant. On a une question également derrière les écrans. Ouais, salut Clarisse. On a une question qui nous vient de Belgique par Alexandre Weinberg qui nous rappelle que tu as perdu un sponsor pendant ta préparation et qui nous demande si du coup, est-ce que cette préparation n'a pas été trop courte et qu'est-ce que tu aurais approfondi si tu avais eu un peu plus de temps? Alors c'est sûr que c'était pas exactement ma préparation rêvée. Ça a été assez court, assez intense, avec en plus un projet basé entre l'Angleterre et la France. Donc en termes de logistique, c'était pas forcément pratique. Je pense que de toute façon ces bateaux, plus on passe de temps dessus, plus on navigue dessus, plus on peut approfondir surtout les deux niveaux les connaissances du bateau dans tous ces aspects. Mieux on se porte. Donc il y avait une petite frustration de ma part de ce point de vue là, parce qu'au départ j'avais pas du tout fait exactement comme j'aurais voulu le faire. J'aurais tout simplement passé si j'avais pu, j'aurais passé beaucoup plus de temps à connaître les polaires de vitesse de mon bateau, en fait à connaître la théorie autour de mon bateau. Je suis partie sur le Vendée Globe avec une connaissance théorique de mon bateau assez faible, donc j'ai découvert des choses au fur et à mesure de la course. Et puis parfois on se dit oh là là, mais ça fait un mois que je fais ça, mais en fait quand je fais ce petit réglage là, en fait ça va beaucoup mieux, mais si j'avais trouvé ça plus tôt. Mais voilà, c'est comme ça, je suis quand même, j'ai beaucoup de chance d'avoir pu être au départ et encore plus de chance d'être à l'arrivée. Et donc c'est pas c'est un truc qui aurait pu être mieux, mais c'est pas une énorme frustration non plus. Ce n'est pas de la chance, c'est du travail, Clarisse. D'autres questions, peut-être dans la salle ou derrière les écrans? Oui. Merci, bonjour, Daniel Biron, l'Écho de l'Ouest pour la Vendée. Qu'est-ce qu'on apprend sur un Vendée Globe comme celui de cette année? Qu'est-ce qu'on apprend? Oui. Quelques petits trucs quand même. Heureusement, sur 77 jours, il y a forcément toute la partie technique et de voile sur son bateau, sur la météo. Il y a la partie qu'on imagine bien de connaissances pures et dures sur l'aventure maritime. Et puis après, il y a la partie plus intime, plus personnelle, où on apprend à se gérer, on apprend à gérer ses émotions. Et c'était une des raisons pour lesquelles j'avais envie d'y retourner aussi. C'est on effleure des choses intimes et personnelles assez... pour moi, le Vendée Globe et la course au large, c'est un accélérateur de vie, un condensé d'émotions. Donc ça permet d'aller très vite à fond dans les sujets de façon bien intense. Et j'étais hyper contente parce qu'au fur et à mesure du Vendée Globe, j'ai progressé dans ma gestion des avaries, dans ma gestion de la vie à bord. Et à la fin, on se sent, moi en tout cas cette fois-ci, je me sentais beaucoup plus solide et beaucoup plus maître de moi-même. Donc j'ai vraiment eu l'impression d'apprendre de ce point de vue-là, surtout entre les deux éditions. Entre les deux éditions, c'était assez flagrant. Ouais. Clarisse, tu parles du côté personnel, on va le rappeler, avec Tanguy. Vous êtes donc partis chacun sur votre projet, Tanguy le Turquet, un skipper Lazare. Tous les deux ensemble, vous êtes les parents d'une petite Mathilda. Comment tu as géré ça pendant ces 77 jours, l'absence d'une petite fille qui a fêté ses 2 ans au mois de novembre Oui, qui a fêté ses 2 ans juste après le départ. En fait, ce serait impossible sans certaines personnes qui ont géré notre petite fille à notre place. On est 2 parents qui ont disparu de son univers. Et donc, je pourrais jamais les remercier assez. Parce qu'ils sont dans la salle, ceux qui se sont occupés de Mathilda, mais ils sont timides, alors je veux pas trop les embêter. Elle court partout, là, donc elle a l'air extrêmement malheureuse. En fait, c'est quelque chose... quand je me suis lancée dans ce projet de Vendée Globe, Mathilda n'était pas encore de ce monde. Donc, j'ai toujours eu ce projet en tête.
Donc je me suis toujours conditionnée pour ce projet-là. Et finalement, l'idée de la quitter était plus dure que le fait d'être sans elle, parce que j'étais à ma place, j'étais sur cette course, et on était hyper bien entourés pour que ça se passe bien pour elle. Hein. Et donc en fait j'ai beaucoup pensé à elle, j'étais super heureuse d'avoir des nouvelles quand j'étais en mer, mais je me disais pas qu'il fallait que je sois ailleurs. Enfin voilà, j'étais dans mon truc. Ça a été un peu plus dur quand Charlie et Johan sont arrivés, parce que j'ai vu, donc moi j'avais que le site du Vendée Globe pour avoir des news. C'est bien. Ouais, c'est déjà pas mal. Et donc je voyais les photos, par exemple il y avait une photo de Charlie avec son petit garçon, et là tout d'un coup il y a une partie de son cerveau qui se dit oh, mais en fait ça va arriver un jour, quoi, les retrouvailles s'approchent. Et donc ça crée un peu une brèche où on se laisse l'opportunité de penser à ça, alors qu'avant je pense que j'étais concentrée sur ma course, j'étais dans l'instant présent et j'avais un peu mis ça de côté. Et là ça a été un peu plus dur, parce que j'ai commencé à compter les jours et à imaginer le jour où j'allais la retrouver. Et puis finalement, donc finalement ça s'est hyper bien passé. On a eu beaucoup de chance, mais ça c'est grâce aux gens qui sont restés à terre. Et ça compte, effectivement. C'est toujours un projet familial, c'est important de le rappeler. Tu es donc maman, mais tu es aussi femme d'un marin qui est parti. Alors, comment tu as vécu ça en tant que femme justement? Pas en tant que marin, mais quel regard tu as sur la course de Tanguy et comment tu gères ça? C'est vrai que si jamais un Vendée Globe n'est pas assez intense, mettez-en 2 dans une famille. C'est pas de tout repos. C'était pas toujours facile, mais c'était beaucoup plus dur dans la préparation que dans la vraie vie en mer. On a eu la chance, en tout cas je touche du bois, il est encore en mer, donc voilà. On n'a pas eu de gros problèmes. On a eu que des avaries, parfois qui sont lourdes, mais pas de vrais dangers pour nous. Donc ça a été. Mais c'est vrai qu'il y avait des moments en mer où j'étais en train de gérer un verre foil explosé, puis il me dit moi j'ai toutes mes cloisons qui ont sauté. Enfin voilà, ça donnait des moments où tu dis oulala, ça fait peut-être un peu trop. Mais voilà, on était chacun dans notre course, on n'a pas tant échangé que ça, et c'est super chouette de le suivre. Mais c'est vrai qu'on était quand même, on est un peu obligé. C'est bizarre, j'ai peut-être pas forcément les bons mots, mais quand on est dans sa course, d'être un petit peu égoïste, d'être un peu quand même focus sur son bateau. On n'a pas beaucoup de bande passante pour les problèmes extérieurs à son bateau. Donc voilà, on était chacun focus sur notre course. Et je suis super fière de sa course, parce qu'il est quand même super bien placé et il est impressionnant dans sa gestion des avaries, parce qu'il a quand même eu pas mal de soucis. Donc j'ai hâte qu'il arrive et qu'on puisse un peu se retrouver enfin. Ouais, voilà. Allez, une dernière question derrière les écrans. Oui, Clarisse, une question de Ludovic Sorlo pour Course au large, qui nous dit que tu améliores le temps de référence du bateau de 3 jours par rapport à Charlie il y a 4 ans. Est-ce que ça vaut un top 10 ? Il nous demande. Les records, c'est toujours un peu biaisé, parce que ça dépend forcément de la météo. J'avoue que je n'avais pas du tout pensé à ça. Merci Ludovic de me le rappeler. Non, en vrai, c'est pas que je m'en fiche, hein, c'est sympa, mais c'est pas vraiment l'essentiel du sujet. Et le top 10, oui, ça aurait été la cerise sur le gâteau, mais c'était vraiment juste de la cerise sur le gâteau. C'est pas du tout ça qui faisait que mon Vendée Globe allait être une réussite ou pas. Et je suis trop contente pour Benjamin. Il a fait une super course. Et c'est difficile à expliquer, mais quand on est en mer et qu'on a des bateaux à côté de nous, on ressent vraiment les énergies des bateaux à côté. Et Benjamin, je le sentais toujours un tout petit peu plus fort que moi, quoi. Donc j'ai vraiment la sensation que, il mérite sa place, et donc j'ai aucune frustration. Mais jusqu'au bout, jusqu'au virage là, jusqu'au virage du DST là, du Cap Finistère, je l'embêtais un peu. Donc ça, c'est cool. Les meilleurs ennemis, presque. Allez, on va terminer, Clarisse, avec peut-être une dernière question. Bien sûr, tu es un marin d'exception, mais tu restes d'abord une femme et une maman. Alors finalement, qu'est-ce que ce Vendée Globe t'aura apporté pour la suite, et notamment pour ta fille ? Tu as 2 heures. En tout cas, Tanguy évoquait finalement le fait de lui montrer que tout est possible. Oui, alors j'ai beau avoir dormi quelques nuits, là tu me... Je te sèche. Heureusement que je suis arrivée quelques jours après, parce que... je sais pas exactement, c'est difficile de trouver les mots, mais je pense que... Donc moi, je me suis beaucoup battue pour être sur ce Vendée Globe.
Et ce qui est chouette, c'est qu'à partir de, quelques jours après le départ, j'étais vraiment portée par une énergie où je me disais j'ai bien fait de me battre. C'est difficile à expliquer parce que c'est des choses qu'on a au fond de soi et moi-même je savais parfois plus trop pourquoi je me battais. Et une fois en mer, je me suis dit je suis heureuse d'être ici, ça a du sens et voilà, donc j'avais pas besoin de plus que ça. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles je me suis battue pour ce Vendée, c'était que, une des questions que je me pose dans la vie, c'est vers quelle direction je vais pour me sentir vivante, quoi, pour me sentir moi et pour aller vers plus de vie. Et ce Vendée Globe, c'est ce qui m'a apporté. Et donc, c'est ce que j'aimerais transmettre à notre petite fille, quoi, quand tu es face à un choix dans la vie, qu'est-ce qui te rend plus vivante et donc ça, ces 4 ans, même s'ils ont été difficiles, je pense qu'ils m'ont rendue plus vivante. Merci beaucoup, Clarisse. Oser se battre pour vivre pleinement ses rêves. Merci, je crois que vous pouvez encore applaudir Clarisse Kremer, 11e de cette édition. Merci beaucoup, Clarisse. On va te laisser te reposer. Rendez-vous à 18h30 ce soir au bar pour profiter encore de Clarisse et Benjamin Dutreux. Merci à vous. Très bonne fin de journée.